L'orientation de mes voyages prend souvent sa source dans la curiosité pour des modes de vie qui resteraient préservés. Et c'est d'ailleurs cela qui oriente le plus souvent mes choix. Et aujourd'hui, cette curiosité m'a emmené en Inde, jusqu'à l'état du Meghalaya. Longtemps fermé aux étrangers, le nord-est de l'Inde n'est que diversité. La variété de sa flore et de sa faune sauvage y est aussi importante que celle des langues et des religions. Mais ce petit État, dont le nom sanskrit signifie « maison des nuages », est aussi réputé pour être la région la plus arrosée du monde. Le Meghalaya est une bande montagneuse de 300 km de long sur 100 de large, qui compte plus de 2 millions d'habitants. Il est bordé au nord par la province de l'Assam et au sud par le Bangladesh. Sa capitale se nomme Shillong. Nous sommes dans une des zones où l'article 6 de la Constitution indienne, qui protège les minorités ethniques, s'applique en tout point. Car ici habitent les 17 tribus aborigènes de l'Inde. Et celles qui dominent au Meghalaya sont les Khasi et les Garo, que les colons britanniques appelaient les tribus des collines. Entrer dans cet état au relief accidenté, c'est mettre les pieds dans un univers féminin. Il n'est pas rare de trouver des femmes vendant des cigarettes, de la viande ou des légumes frais sur des étals improvisés. Même à Shillong, la capitale dont la population est composée à 70% de Khasi, les femmes sont partout. Et pour qui a déjà voyagé dans le sous-continent indien, le contraste avec le reste du pays n'en est que plus frappant. Ici, pas de mariage arrangé avec une dot à la clé, rendant donc inutiles les avortements sélectifs et l'infanticide féminin. Le Meghalaya est l'État indien où l'équilibre entre les sexes est le plus préservé. Cette province est ainsi, à proprement parler, un monde de femmes. En effet, installées un peu partout dans l'État, les sociétés Khasi, Garo et Jintia sont régies par une tradition matrilinéaire. Dans ce système, ce sont uniquement les femmes qui possèdent la terre, et leur héritage revient aux filles et non aux fils. Chez les Khasi, plus particulièrement, c'est à la Kadou, la fille la plus jeune de la famille, que revient le patrimoine familial. À Jehalai-dom, un des quartiers les plus populaires de Shillong, Bashisha Dotdong, une jeune fille de 21 ans, passe le temps en regardant la pluie en cette période de mousson et discute avec son frère sur les derniers examens échus. Ce dernier étudie la chimie et elle est en 3e année d'études de commerce. Bashisha souhaiterait plus tard travailler dans une banque. Son père, fonctionnaire, répond au nom de Rosterwell Konglamet. Il ne porte pas le même nom que sa fille, mais ici, ce n'est pas une exception, au contraire. Ses 5 enfants, comme tous les Khasi qui respectent la tradition, portent le nom de leur mère, et tous vivent en harmonie sous le même toit. Je m'appelle Bashisha et j'habite ici dans cette maison, dans ce quartier de Shillong. Shillong est la capitale du Meghalaya, mais c'est aussi le berceau de la civilisation Khasi. Comme tu peux le comprendre, je suis Khasi. Et les Khasi sont depuis toujours une société matrilinéaire. La terre des ancêtres revient aux femmes, ou plutôt à la plus jeune des filles de la famille, que l'on appelle Kadou. Et moi, je suis la Kadou de cette maison. Smith est un petit village rural à environ 15 km de Shillong, mais c'est aussi l'un des hauts lieux de la civilisation Khasi. En préparant ce voyage, certains m'avaient affirmé qu'au Meghalaya, dans ce monde de femmes, on apercevait tous les hommes Khasi flâner au bord de la route quand ils ne jouaient pas aux cartes. D'autres m'avaient également prétendu que les hommes restaient cloîtrés à la maison, changeant les couches des nouveau-nés et ne s'attachant qu'aux tâches ménagères. J'ai vu des hommes faire la vaisselle, préparer le repas, changer également un nouveau-né, mais tout cela par entraide familiale, et en aucun cas par obligation, et encore moins par tradition. Certes, nous sommes dans un monde de femmes, mais l'homme est aussi chef de famille.
Ces légendes qui m'avaient été contées ou que j'avais pu lire ne reflètent en aucun cas la réalité de cette province étonnante. En revanche, et c'est bien le plus surprenant pour qui connaît un peu le sous-continent indien, ce sont les hommes que l'on peut voir se rendre à la pompe du village et faire la queue pour l'eau. Les femmes m'ont expliqué que l'homme est plus apte à porter de lourds bidons. À l'orée du village de Smith, mon attention s'est rapidement portée sur une maison, ou plutôt un groupe de bâtisses. Ce n'est pas qu'en cette heure matinale l'activité y soit débordante, mais ce qui m'a frappé, c'est le nombre de personnes à s'activer dans un espace aussi restreint. Ils sont plus d'une quinzaine, hommes, femmes et enfants, et ce, malgré la pluie, à passer régulièrement dans un va-et-vient incessant d'une maison à l'autre, à entrer, sortir, converser. Celle qui est à la tête, si l'on peut dire, de cette fratrie, s'appelle Elinda Nongbri. Elle a 62 ans. Mais elle est aussi mère de 10 enfants, 5 filles et 5 fils. Son plus jeune fils a 18 ans et sa fille aînée, Barinya, qui a 42 ans, vit encore avec eux. Les deux maisons voisines hébergent un autre foyer aussi pourvu, qui appartient par alliance à la même famille et au même clan. Elinda est ici la Kadou. Elle possède la terre, mais elle est aussi garante des institutions et traditions Kassi. Je m'appelle Elinda. À l'origine, je n'étais pas Kadou. J'étais l'avant-dernière de la famille. Mais ma sœur, qui était Kadou, est décédée. C'est donc moi qui suis devenue Kadou. Quand tu es Kadou, c'est-à-dire la dernière des filles d'une famille dans la tradition Kassi, tu hérites de la totalité des biens de la famille, c'est-à-dire les biens ancestraux. La terre et la maison qui appartiennent à la famille depuis au moins 3 générations. Le rôle de la Kadou est très important, car tu es non seulement garante de la tradition, mais tu dois aussi pérenniser l'activité de tes parents. Par exemple, si tes parents sont cultivateurs, tu feras en sorte qu'une grande partie de la famille reste dans ce métier. Dans cette famille, ils sont cultivateurs et éleveurs de cochons. Un bienfait, car selon la légende, les Kassi ont été envoyés sur Terre pour pratiquer l'agriculture. Une légende qui se pose presque en clin d'œil à l'avatar de James Cameron, car elle précise qu'il existe un lien reliant la Terre et le paradis. Ce lien serait un arbre qui se trouve sur la colline de Lumso Petbeneng, le nombril du paradis. Grâce à cet arbre, les Kassi des 16 huttes pouvaient aller et venir entre la terre et le paradis. Mais un jour,
l'arbre ayant pris tant d'ampleur, il fallut le couper afin de permettre au soleil d'atteindre la terre pour que les plantes puissent croître. On le coupa donc, mais celui-ci repoussait sans cesse. On s'aperçut qu'un tigre venait chaque nuit en lécher le tronc et l'arbre, par ce biais, se régénérait pour grandir de plus belle. On accrocha alors des lames aiguisées le long de son tronc, ce qui eut pour effet de couper la langue du tigre, et l'arbre ne repoussa plus jamais. Certains cassis étaient encore au paradis, et ils s'y retrouvèrent isolés. Ainsi, des 16 tribus cassis initiales, seuls 7 restèrent sur Terre. C'est la raison pour laquelle les cassis se nomment eux-mêmes Ignotrep, les 7 huttes. Dans cet état, le Meghalaya, les légendes qui forgent les traditions ne s'appliquent pas, comme dans d'autres endroits du globe, uniquement au monde rural. Chez les cassis, les populations urbaines, malgré une certaine mondialisation, non seulement les préservent, mais s'en inspirent aussi pour organiser leur mode de vie. Et puis, n'est-ce pas plus facile de faire perdurer cette culture au féminin dans le havre de paix qu'est cette communauté? L'ensemble du peuple cassis est très attaché et très respectueux de ses propres traditions, qui de tout temps ont donné un très grand rôle social à la femme. D'ailleurs, encore de nos jours, c'est l'une des rares sociétés au monde où ce sont les femmes qui transmettent le nom de famille aux enfants, mais c'est la seule qui lègue la propriété à la plus jeune de ses filles. Plus je pénètre ce monde inconnu, et plus grandes sont les surprises. Carrie Monde, la mère de Bashisha, qui est enseignante, est aussi une guérisseuse réputée. Certains soignent par magnétisme, par massage, par manipulation, etc. Mais ici, la maman de Bashisha soigne, elle, ce qui est plus surprenant, à la pince à linge. Et elle n'a pas son pareil, paraît-il, pour guérir rhumatisme, maux de tête ou angoisse de toutes sortes, dans une technique qui s'apparente à l'acupuncture. Quand on est Kadou, on est appelé à hériter de la maison et des terres. Mais on est aussi garante, pour la famille, de la culture cassis. Les hommes de la maison se doivent d'assumer les responsabilités financières. Mais par rapport à la culture, c'est toujours la Kadou qui a les droits et les devoirs des institutions. Pourtant, le système ne présente pas que des avantages pour les femmes. Être Kadou implique de très lourdes responsabilités. Se soustraire à ses obligations serait une grande déception pour tout le clan. La structure d'une société est l'héritage du mode de production de son aliment principal, selon que les femmes ont eu à participer un peu ou beaucoup aux travaux des champs. Ainsi, la culture du riz, qui demande une main-d'œuvre nombreuse et donc la présence des femmes, a traditionnellement donné naissance à des cultures matrilinéaires, ou du moins à des cultures où les femmes ont un pouvoir de décision important. En revanche, la culture du blé, nécessitant une main-d'œuvre plus réduite, a typiquement généré des cultures patrilinéaires, dans lesquelles le contrôle social sur les femmes était plus grand. Ici, ce système de structure clanique traditionnelle coexiste parallèlement aux institutions étatiques indiennes. Depuis 1947, le Meghalaya est protégé par l'article 6 de la Constitution indienne qui préserve les cultures aborigènes et les cassis sont officiellement reconnus comme une Scheduled Tribe, une tribu répertoriée. C'est ce qui permet ainsi aux coutumes cassis de prévaloir sur la loi indienne. Koina Malnjong a 42 ans et elle est très attachée à sa culture. Elle habite à Lumoba, dans la proche banlieue de Shillong.
Elle a 4 filles et 3 garçons. L'aînée a 23 ans et la plus jeune 10 ans. Son mari, Babou, est instituteur. Koina, comme à chaque instant de repos et de convivialité, prépare les feuilles de bétel pour Babou. Chez les Kassi, le bétel est culturellement très présent. Un invité ne quitte jamais la maison sans qu'on lui ait proposé des noix et des feuilles de bétel. Mais les feuilles de bétel servent aussi de stimulants, d'antiseptiques et parfois à rafraîchir la laine. Dans la médecine ayurvédique, elles sont utilisées comme aphrodisiaques. Dans toute l'Asie, le bétel s'emploie également pour traiter de nombreux maux. Nous trouvons normal d'être une société matrilinéaire car nous, les femmes, sommes plus aimables et avons le sens du commerce. Les hommes s'énervent trop vite. La majorité des décisions sont aussi prises par nous. Par exemple, à quelle école devront aller nos enfants? Comment nous devrions dépenser notre revenu familial? Généralement, rien ne se produit dans la famille sans notre connaissance et notre accord. Nous, en tant que Kassi, nous sommes heureuses de vivre dans ce système matrilinéaire depuis des centaines d'années. Et nous continuerons à le suivre car toute notre société s'accorde à dire qu'il fait des merveilles. Et puis, c'est important que la femme puisse avoir un très grand rôle ici. Autre trait exceptionnel de la culture Kassi, garçons et filles choisissent librement leur conjoint. Il est sûr que les benjamines sont très recherchées, car elles hériteront de la propriété. Mais divorce et remariage sont aussi permis. Par contre, le mariage à l'intérieur d'un même clan est sacrilège et peut entraîner la colère des membres les plus âgés. Ainsi, si une Kadou se mariait contre la volonté de sa famille, elle pourrait se voir déshéritée. Nous ne souhaitons pas changer les valeurs de notre culture. Il ne faut pas que les principes matrilinéaires soient abandonnés. Ce sont nos racines, et les changer déstabiliserait les fondements de notre société. Et puis, les hommes ne sont pas préparés comme nous le sommes à ces responsabilités. Si, par exemple, ils devaient assumer le rôle de Kadou, comment ferait-il? Nous, les femmes, nous l'apprenons auprès de nos mères depuis des siècles. Alors, comment les hommes du jour au lendemain pourraient assumer de telles responsabilités? Auprès de qui pourraient-ils l'apprendre? Vouloir inverser les rôles bouleverserait tout. Tu sais, j'ai 10 enfants, 5 filles, mais aussi 5 garçons. Je n'ai jamais fait de différence entre eux. Il faut que tu comprennes que même si nous sommes dans une société matrilinéaire, les hommes ne sont pas écartés. Ils ne sont pas laissés pour compte. Chaque matin, Elinda prend une petite demi-heure pour traverser le village et rejoindre son champ. Elle y cultive quelques pommes de terre qui agrémentent les repas quotidiens. Mais les terrains n'appartiennent pas au clan. Ils sont loués. Et c'est Kessing, le plus vieux de ses fils, qui en assure la gestion.
Étant l'oncle le plus âgé, Kessing est considéré comme un arbitre que l'on consulte pour s'assurer du respect des institutions. C'est vrai, je suis l'oncle le plus âgé de cette famille. Si mon père venait à décéder, c'est moi qui devrais assumer le rôle de père. Et si certains problèmes arrivaient au sein de la famille, ma mère viendrait me consulter. Par exemple, c'est moi qui dois donner mon accord, dans la tradition, pour les mariages de mes neveux et nièces. Comme tu le sais, chez les Kassi, il n'y a pas de mariage arrangé. Le garçon et la fille se choisissent naturellement. Mais je peux, par exemple, refuser un mariage si les mariés appartiennent au même clan. Car chez nous, le clan ne relève pas uniquement de la famille. Il y a eu par le passé certaines alliances par entraide ou autres de plusieurs familles, ce qui a constitué notre clan élargi. Moi, je suis le garant de ces institutions et je connais toutes les personnes de notre clan. On ne peut pas, dans nos traditions, se marier avec une personne de notre clan, même élargie. C'est aussi à l'oncle le plus âgé que revient le rôle d'arbitre dans le cadre de la répartition de la terre. Si deux de ses sœurs se chicanent et revendiquent la propriété familiale, c'est l'oncle qui doit trancher. Imaginons par exemple que la plus jeune ait quitté pendant un certain temps le domicile familial pour une raison quelconque ou une activité professionnelle particulière. À ce moment-là, la maison et la terre seraient gérées par une autre de ses sœurs. Mais si la plus jeune revenait, la terre lui appartiendrait à nouveau, car c'est elle la Kadou. Être Kadou d'un milieu privilégié implique de lourdes contraintes. Certaines d'entre elles ont dû mettre leur carrière entre parenthèses pour s'occuper de la maison ou de leur mère vieillissante. Se soustraire à ces obligations reviendrait à trahir le statut du clan. Bashisha, même si elle refuse d'aborder ce problème, en a bien conscience. Elle qui suit des études supérieures, en espérant plus tard obtenir un emploi prestigieux dans une banque. Ce sont mes cousins, et je leur donne des cours pour les aider dans leurs études. Nos origines sont enveloppées de mystères. Certains disent que les Kassi seraient les premiers Mongols à avoir émigré en Inde. Les racines de notre matrilinéarité, par contre, résident dans une croyance de chaque clan. Cette croyance évoque une matriarche principale que l'on appelle Yobei.
Yobei est la première mère et la déesse du clan, celle qui est gardienne de la culture et de la tradition. Taolang est son mari et Swidnya, le premier oncle du clan. L'une des explications de la matrilinéarité est l'engagement constant des hommes Kassi dans les combats au fil des siècles. À ces époques, les femmes représentaient un facteur de stabilité du foyer, permettant la continuité du lignage. C'est vrai que notre société s'articule autour d'une déesse mère, mais dans nos contes populaires, la terre que l'on appelle Kablei est la mère des corps célestes, du feu et de l'eau. Comme souvent dans les sociétés matrilinéaires, les mythes fondateurs s'articulent autour d'une déesse mère. Le soleil est sa fille et la lune son fils. À cause de son mauvais comportement à l'égard de sa sœur, la lune fut punie et son visage à jamais entaché de suie. Une mère Kassi est souvent vue comme l'équivalent de la première mère. Elle est la personne la plus importante de la communauté, son chef et sa prêtresse, qui administre les biens du clan. Et ses croyances et traditions, toutes les couches de la société Kassi souhaitent les préserver malgré l'évolution du monde moderne. Et comme pour Bashisha, ce n'est pas toujours facile, surtout quand on suit des études supérieures, d'autant que le système scolaire est par ailleurs très développé dans tout le Meghalaya. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'homme n'est pas laissé pour compte. D'ailleurs, cette société prétend que le caractère d'un homme reflète tout son amour pour Dieu et l'être humain. Un homme doit avoir conscience de ses devoirs envers l'humanité et avoir une reconnaissance respectueuse de la structure sociale des Kassi. Nous devons prospérer et nous multiplier vertueusement par notre labeur et nos efforts. Un tel droit inclut la vérité, la justice, l'équité, l'honnêteté et tout ce qui est bon, prétendent les hommes Kassi. Nous sommes une société matrilinéaire, mais notre organisation sociale est aussi très démocratique. Chez nous, un conseil des aînés masculins se réunit sous la présidence du membre le plus âgé de la communauté et il prend des décisions au nom du dieu Ublé Nangpa, le créateur. Tu vois, cet équilibre dans le partage des droits et des devoirs de chaque sexe, ce compromis dans les relations entre hommes et femmes évoque, et nous en sommes persuadés, une société idéale. C'est toujours la femme, et en l'occurrence la mère, quand elle est encore ici, qui veille à ce que les enfants soient bien éduqués et surtout respectent les anciens. Quand la mère disparaît, c'est à la Kadou qu'incombe cette tâche. La mère ou la Kadou sont un guide. Elle nous inculque que notre charge est de veiller à ce que la famille connaisse la paix, le bonheur et la prospérité.
Pour nous, les femmes, la maison doit être un temple qui plaise aux dieux. Cette maison doit donc être pure et propre, et pour cela, il faut veiller à ce que nos enfants apprennent tout ce qu'ils doivent savoir pour gérer correctement leur vie future. Dans la tradition Kassi, certains tendent à prétendre que l'homme ne demeure nulle part, qu'il n'appartient ni à sa famille, ni à celle de son épouse. Il est un homme qui va de par le monde, seul, en essayant de faire le meilleur usage possible de ses talents et de son travail pour garder dignité et respect de lui-même. Suite à cela, certains observateurs affirment que même si la société des Kassi demeure matrilinéaire, les valeurs patriarcales gagnent du terrain et la violence domestique contre les femmes augmente au Meghalaya. C'est un signe que les hommes commencent à affirmer leur puissance. L'influence des films hindi aussi a eu ses répercussions sur cet état dominé par les femmes, où leur bastion se décompose lentement, mais sûrement. Des mouvements masculinistes ont été fondés, réclamant parité et équité dans le partage de l'héritage familial pour les plus modérés, et carrément le patriarcat et l'amendement de la loi coutumière pour les plus extrémistes. Les hommes, se sentant relégués au simple rôle de bêtes de somme ou d'étalons reproducteurs, sombreraient dans l'alcool. Les voyages à l'extérieur de la province contribueraient à leur donner des complexes. Pour Bashisha et les autres femmes de la communauté, c'est l'incompréhension face à ces revendications masculinistes. D'autant que pour elles, les hommes ont toujours eu leur rôle à jouer dans la société Kassi. Ils ont toujours eu des devoirs, comme chasser et défendre la communauté en cas de guerre. De plus, les décisions importantes sont discutées par tous les membres du clan et la vie des hommes est prise en considération. J'aurais aimé profiter de cette promenade pour faire un tour sur le lac. Mais ici, le temps est imprévisible. En plus, nous sommes en période de mousson. Et donc, il peut pleuvoir à tout moment. Certains hommes commencent à avoir des revendications. Nous craignons qu'ils soient influencés par ce qu'ils voient dans d'autres États de l'Inde, où les hommes règnent comme seuls chefs du ménage. Un dicton Kassi dit « L'homme est le protecteur de la femme, mais c'est en elle qu'il place toute sa confiance ». C'est peut-être l'accès à l'éducation des femmes qui a bouleversé cela, car auparavant, la femme s'occupait des affaires domestiques. Elle veillait sur la maison et les terres, tandis que l'homme ramenait de l'argent pour vivre. Aujourd'hui, les femmes travaillent et occupent des postes clés dans la société. Peut-être que certains hommes se sentent lésés, un peu comme si on leur avait volé leur rôle. L'homme est le protecteur de la femme, mais c'est en elle qu'il place toute sa confiance, affirme Bashisha. Aujourd'hui, ce dicton évoquant la belle harmonie de la société Kassi semble mis à mal par le conflit qui oppose hommes et femmes. Dans les années 90, des groupes de défense des droits des hommes sont apparus. Un de ces mouvements a placé un panneau qui trône au pied de la place du marché à Shillong, où il est inscrit « Si nous voulons le progrès et la stabilité financière pour notre peuple, il faut commencer par nos propres maisons. Nous demandons donc la distribution équitable de la propriété acquise et ancestrale. » Ces revendications viennent d'une petite formation, Mai Chaprang, signifiant « aller de l'avant ». Celui qui est à la tête de cette association en faveur d'une organisation patrilinéaire est un quadragénaire qui répond au nom de Michael Siem.
Selon lui, la culture ne peut rester inchangée, elle doit évoluer. Tant qu'il n'y avait que des cassis, cela ne posait pas de problème, mais avec l'invasion culturelle, on assiste à une forme d'exploitation des traditions cassis par les autres Indiens. Pour Michael, l'article 6 de la Constitution n'est plus pertinent, puisque l'État indien lui-même s'approprie des terres que cet article est censé protéger et réserver aux minorités. Nous avons créé ce mouvement en 1986. Les revendications principales en sont d'abord d'avoir une loi sur la déclaration obligatoire de mariage et une autre sur la distribution équitable de la propriété acquise et ancestrale. Nous demandons que ces enregistrements soient obligatoires, parce que dans notre société, habiter ensemble suffit à être considéré comme mari et femme. Et comme ces mariages ne sont pas déclarés, les problèmes liés aux pensions alimentaires augmentent. Un autre point important, c'est que quand vous regardez les listes électorales, vous trouverez beaucoup d'enfants qui, lorsqu'ils remplissent la colonne concernant le père, inscrivent inconnu. Aujourd'hui, dans notre société, il y a beaucoup de cas d'enfants qui ne savent pas qui est leur père. Il y a aussi beaucoup de pénétration culturelle dans notre société. Énormément d'hommes qui ne sont pas de cet état et qui sont déjà mariés viennent ici et épousent des femmes cassis juste pour pouvoir s'intégrer dans les affaires locales. Parce que lorsqu'ils épousent une femme cassis, ils déclarent le commerce au nom de celle-ci. Et comme cela, et c'est une loi locale, ils n'ont pas d'impôt sur le revenu à payer. Ils n'ont pas non plus besoin d'obtenir un permis de commerce obligatoire à ceux qui ne sont pas originaires de l'État. Donc si tu es indien, que tu as une femme dans ton propre État, que tu te remaries, tu dois déclarer ton mariage dans notre État, et cela devient de la bigamie. Et la bigamie en Inde est un crime passible de 4 ans d'emprisonnement. Avant, le Meghalaya était une société fondée sur une économie agraire. Les gens travaillaient uniquement dans l'agriculture. Mais aujourd'hui, la transformation est totale et les affaires ne sont plus orientées uniquement sur l'agriculture. Beaucoup d'autres business se sont créés. Donc, vous comprenez la raison pour laquelle il y a beaucoup de non-locaux, de gens non issus de minorités qui viennent dans l'État du Meghalaya. Parce qu'ici, il y a beaucoup d'opportunités économiques. Et une des raisons pour laquelle il y a beaucoup d'opportunités au niveau économique est que les hommes cassis ne sont pas investis dans les affaires. Et pourquoi les hommes cassis ne font pas de business? C'est parce que les hommes cassis n'ont pas de propriété. Donc, si vous n'avez pas de biens propres, ce qui se passe, c'est que si vous demandez un prêt à une banque, celle-ci vous demandera des garanties. C'est un cercle infernal. Donc, pour résumer, ce que nous demandons est simple. D'abord, en premier lieu, nous pensons que pour rendre notre société plus forte, nous devons tout d'abord avoir une famille forte. Et la deuxième chose importante pour nous, c'est que nous devons contrôler le pouvoir économique de notre État. Ce sont ces 2 points qui nous semblent évidents pour faire évoluer notre société. Et nous avons obligation de mener à bien ces changements. Cette affiche concerne la loi sur la distribution équitable de la propriété ancestrale et acquise. Elle dit « Nous venons du même utérus. Alors pourquoi un seul devrait hériter? Accorder la propriété à tous les enfants, hommes comme femmes. » Ces affiches ont été imprimées à plus de 100 000 exemplaires. À l'origine, lorsqu'ils ont créé le mouvement, ils n'avaient que peu de soutien. Les gens ne comprenaient pas pourquoi il fallait changer les coutumes. Maintenant, ils ont un peu plus de partisans car, outre les affiches, ils font campagne avec des pamphlets, du théâtre de rue et organisent aussi des réunions de village. Ces revendications visent aussi à protéger la femme cassis car, comme nous l'a précisé Michael, certains Indiens d'autres États recherchent des cadous pour s'approprier leurs terres. Il existe un autre mouvement masculiniste, Rimpey Timai, dont les demandes sont plus radicales que Mai Chaprang. Il propose par exemple que le nom du père soit transmis aux enfants. Malgré des revendications parfois justifiées, sont-ils réellement entendus, que ce soit en ville ou dans les campagnes? C'est vrai que l'on écoute les revendications de certains hommes. Pourtant,
Nos traditions et ce système matrilinéaire, j'en suis profondément convaincue, ne doivent pas disparaître. Cela détruirait les valeurs morales de la jeune génération. Nous devons veiller à ce que ces traditions se perpétuent. Et puis, nous qui sommes attachés à tout cela, nous avons du mal à comprendre, car un homme Kassi a une position importante dans la maison de sa femme, comme dans celle de sa mère. Il est à la fois un père, mais aussi un oncle. C'est donc une erreur de dire que l'homme ici n'est rien. C'est toujours lui le chef de famille. À entendre les propos de Helinda, Michael et son mouvement Mai Chaprang ne sont pas près de gagner leur combat. Pourtant, ils sont loin d'être inactifs. Dans les années 90, ils ont même réussi à persuader un membre de l'Assemblée de l'État de proposer une loi établissant la déclaration obligatoire du mariage. Mais malheureusement pour eux, cette proposition a été rejetée. Si les influences des films de Bollywood et de la culture indienne très patriarcale ont créé des remous, les traditions Kassi sont loin d'être abrogées. Pourtant, cette controverse fait de l'ombre à la culture Kassi. On parle dorénavant davantage des Kassi dans le sous-continent indien pour ce conflit entre sexes que pour la richesse de leurs traditions. Car elles sont très fortes et parfaitement structurées. Par exemple, pour vendre les biens de la communauté, il faut que l'héritière, la Kaddu, donne son accord. En présence des aînés de la famille, on fait alors un legs verbal, le pinkam, pour nommer officiellement celui qui en sera bénéficiaire. Cela concerne la propriété ancestrale, car pour la propriété acquise, il arrive que l'on fasse une donation verbale à un fils ou à une fille. Mais rien ne peut se faire sans l'accord de la Kaddu. Autre exemple, le décès d'une personne est accompagné de nombreux rituels comme le bain cérémoniel, les sacrifices de cochons ou de coqs. Les Kassi prétendent que le coq est l'animal qui ouvre la voie vers le paradis. Il est sacrifié pour éclaircir le chemin du défunt dans son voyage à la rencontre de ses ancêtres. Tout le village se mobilise pour construire l'autel sur lequel le corps sera brûlé. Après la crémation, les cendres et les os rejoindront ceux des anciens dans le cimetière du clan. Il faut que tu saches que les lois et coutumes Kassi se transmettent oralement d'une génération à l'autre. C'est tout à fait conventionnel et non écrit. C'est un devoir sacré pour les aînés du ménage et du clan de les transmettre. Toutes les propriétés, qu'elles soient acquises ou ancestrales, reviennent à la Kaddu. Mais il y a des conditions à cet héritage. La Kaddu doit hériter seulement si elle est capable de préserver les rituels religieux et familiaux et de suivre les coutumes établies par les ancêtres. Et le plus important, elle doit considérer comme sacré le devoir de prendre soin et d'assurer le bien-être de ses frères et sœurs dans le besoin. Si ces conditions ne sont pas réunies, les droits de la Kaddu peuvent être abolis. Les frères et sœurs ont donc tous des droits. Et la Kaddu n'est qu'usagère des biens de la famille. Elle n'est en aucun cas l'unique bénéficiaire. Il existe un autre principe très important dans la culture Kassi, le type Kurtipka. Il est la reconnaissance et l'acceptation de la structure sociale. Il comprend la constitution du clan, les liens de parenté du père et de la mère, ainsi que le respect qui revient à chaque membre de la famille.
Oui, le Meghalaya est assurément un monde de femmes, mais certains changements tendent à s'opérer. Une des principales causes serait que par le passé, les femmes s'occupaient uniquement des affaires domestiques tandis que les hommes rapportaient l'argent pour faire vivre le foyer. Aujourd'hui, évolution moderne oblige, elles travaillent à l'extérieur de la maison. On les rencontre dans toutes les activités professionnelles, des commerces comme des administrations, des banques comme des écoles. Bien sûr, un changement radical des traditions ne s'opérera pas dans l'immédiat, mais il est probable que le processus soit déjà bien engagé. Pourtant, malgré les revendications de certains, la tradition est encore aujourd'hui bien vivante, dans les festivals par exemple. Et ces derniers ne relèvent pas du folklore, mais bien de la culture Khasi. Ils sont célébrés tout au long de l'année, marquant les différentes saisons. Comme ici, où se tient un Chatsuk Mensim. Les récoltes terminées, on remercie Dieu pour leur abondance et on en profite aussi pour en souhaiter d'encore meilleurs. Chacun de ces festivals associe musique et danse. Chaque danseuse et danseur porte un costume traditionnel orné d'or et d'argent. On est ici pour exhiber la richesse de la culture Khasi. Lors de ces exhibitions, les hommes encerclent les femmes pour les protéger. Les fleurs sur la couronne et au centre du terrain représentent la virginité des jeunes filles. Et la tradition veut que ces dernières regardent au loin par pureté et surtout pour ne pas être déconcentrées. Le sérieux qu'elles s'imposent représente la dignité propre à la femme Khasi. Et cette dignité est aussi affichée dans la chorégraphie. Elles ne doivent surtout pas sauter pendant la danse, mais au contraire se déplacer avec de petits mouvements. Dans toutes les danses, le Khasing Padya est ce petit tambour qui impose le rythme et sa compagne Tangmuri est une flûte qui, quant à elle, donne la mélodie. Si cet équilibre, cette dualité peuvent parfois être remises en question par les revendications de certains hommes Khasi, l'ensemble de notre peuple, et surtout nous les femmes, nous faisons tout pour conserver nos traditions. Et même si une petite opposition masculine enfle dans notre État, le Meghalaya continue à rester unique dans le pays, une sorte de bastion de la puissance des femmes dans des États dominés en grande partie par les hommes de l'Inde. La femme est ici reine, et elle souhaite le rester avec, quoi que l'on puisse en dire, l'assentiment d'une très grande majorité d'hommes Khasi. Nous sommes très attachés à notre culture. Et la culture Khasi, ce n'est pas seulement les costumes, comme tu peux le voir ici. Car cela ne relève pas que du folklore traditionnel. La culture Khasi, cela s'exprime surtout dans la vie de tous les jours. D'une certaine façon, dans notre manière de vivre, mais aussi de penser et de communiquer entre nous,
et surtout avec les autres sociétés, dans leur ensemble. Chez les Kassi, une femme ne peut pas être forcée de se marier. Elle est libre de ses choix, tous ses choix. Dans la tradition, elle transmet son nom à ses enfants et la plus jeune de ses filles, la Kadou, héritera aussi de la propriété en tant que dépositaire de la lignée. J'ai rencontré ici une société dont l'équilibre repose sur une originalité que je n'aimerais pas voir s'éteindre.